Génial! Activez le Pass Express directement chez votre boutiquier et profitez de 100% de bonus. C'est l'heure de la grande édition d'information de la soirée. Tout de suite, le sommaire. Au Gabon, le secteur de la santé innove avec un nouveau système d'information numérique pour une meilleure prise en charge des patients dénommé eGabon 6. Le clin d'œil de ce soir est axé sur l'agriculture, un secteur pour lequel les autorités misent afin de lutter contre le chômage. Présidentielle en Syrie, le pays finalise la liste de ses candidats. L'élection présidentielle prévue le 26 mai a connu une nouvelle étape avec la validation des candidats par les parlementaires ce mercredi. Et puis les JO de Tokyo, le doute plane quant à la présence de public local. Selon les organisateurs, il est urgent d'attendre face à l'incertitude liée au développement de la Covid-19. Voilà donc pour le sommaire, et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24, bienvenue à toutes et à tous. Nous vous l'annoncions à l'instant, issu du plan stratégique Gabon émergent, consolidé dans sa phase d'exécution par le plan d'accélération de la transformation, le projet eGabon 6 entame ce mercredi le déploiement du nouveau système d'information de santé dans 20 structures sanitaires pour le cas de la province de l'Estuaire. On fait le point avec Rona Charline Mouenkonde et Jospin Bombadianga. Soutenu par la Banque mondiale, le ministère gabonais de la Santé, à travers la coordination du projet eGabon 6, a entamé ce mercredi à Libreville le déploiement officiel du nouveau système d'information de santé après la phase de conception et de pose des fondamentaux. La phase de déploiement correspond à la mise en œuvre effective du système d'information de santé. Je m'explique. Nous avons passé ces dernières années à mettre en place ce qu'on appelait donc les fondamentaux du système. Cadre d'interopérabilité, conduite du changement, schéma directeur, et j'en passe. On a écrit le dossier d'appel d'offres avec les cahiers de charges, et maintenant nous sommes en train d'acquérir les logiciels. Donc, de façon concrète, on va déployer tous ces logiciels-là au niveau des structures sanitaires. Conscient des enjeux et des objectifs fixés, la coordination du projet devrait accompagner chacune de ces activités à fort impact sur le terrain en prenant appui sur une communication tournée vers les résultats. Ceci pour une meilleure appropriation du projet, notamment auprès des populations cibles. Les actions menées par le projet seront beaucoup plus visibles. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité mettre en place ce point presse pour outiller les journalistes afin qu'ils puissent restituer l'information de manière claire et précise.
Le projet e-Gabon 6, lancé en 2016 à travers la mise en place du plan d'accélération de la transformation, a reçu le coup d'accélérateur qu'il fallait pour améliorer la prise en charge des patients par l'implémentation de nouvelles technologies dans la prise en charge des malades dans les structures sanitaires publiques. Depuis janvier dernier, 835 professionnels de santé ont été formés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Justement, dans l'entame du déploiement de la phase pilote du projet e-Gabon Système Santé conduit par le ministère de tutelle et la Banque mondiale, les acteurs de la coordination ont présenté un aperçu des actions posées à travers 2 volets, la télémédecine et la formation des professionnels aux bases de l'informatique. Retrouvons à nouveau Rona Charline Mounkondé et Jospin Bomba-Dionga. Le point de presse de ce mercredi était destiné à la présentation aux hommes et femmes des médias de la première étape du projet e-Gabon 6, suivi de la visite du premier site expert pilote, comme ici au centre hospitalier universitaire de Libreville, qui prend en compte la pratique de la télémédecine. Démonstration. La télééchographie, alors c'est la capacité de pratiquer l'échographie à distance, donc dans le site patient. Dans notre cas, il s'agit essentiellement de la sage-femme. Cette sage-femme va donc envoyer les images échographiques et le compte rendu à distance vers le site expert que nous sommes. On a déjà réalisé environ à peu près 1000 échographies. Autre élément de ce projet, la plateforme de formation des personnels de santé aux bases de l'informatique, fonctionnelle 40 heures toutes les 4 semaines, qui, à l'instar du centre hospitalier et universitaire de Libreville, est présent respectivement dans 4 centres dans l'estuaire. La formation des professionnels de santé aux bases de l'informatique et Internet, qui a débuté en décembre. Donc voilà, nous sommes déjà à plus de 3 cohortes. 2 composantes du projet désormais opérationnelles qui, à l'instar du déploiement il y a peu des 162 médecins cubains venus renforcer l'offre de soins dans le pays, visent à terme à éradiquer les déserts médicaux via le projet e-Gabon 6 qui fait du numérique le vecteur essentiel du développement socio-économique du pays. Et puis le ministre gabonais de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, informe les employeurs et les travailleurs et toute la communauté nationale que la journée du samedi 1er mai 2021, marquant la fête du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, la Caisse nationale de sécurité sociale a animé un atelier ce mercredi au siège de la Confédération syndicale gabonaise. Le but était de sensibiliser les travailleurs en vue de renforcer les systèmes de sécurité et de santé au travail. Le reportage est signé Miguel Mabika et Alban Bomba. Avec pour thème « Anticiper, se préparer et répondre aux crises », investir maintenant dans des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients, l'édition de cette année invite les travailleurs à s'investir en amont. L'objectif visé est déjà d'amener les travailleurs que nous sommes, les organisations des travailleurs, à intégrer cette dimension de crise. Aujourd'hui, la pandémie causée par la Covid va apporter d'autres risques. Donc il va falloir mettre en place une organisation qui amène à ce que, aux risques qui sont là, présents habituellement, on intègre la dimension de la Covid pour davantage aller vers la préservation de l'intégrité physique et mentale des travailleurs. Actualité oblige avec la Covid-19 qui continue de sévir à travers le monde. Cette rencontre avec la Confédération syndicale gabonaise aura permis de montrer comment l'on peut prévenir les risques professionnels liés à cette pandémie. Tous les travailleurs présents ont été édifiés. Vous voyez, les travailleurs sortent là tout heureux parce que déjà l'exposé qu'ils ont fait, suivi encore moins d'un audio, des diaspos, qui nous a présenté pratiquement un petit film. Donc il y a eu la théorie et la pratique. Lors de cette journée, les gouvernants s'attellent à développer des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l'expérience acquise dans le monde du travail. L'exécutif gabonais Ali Bongo Ndimba a reçu ce matin en audience son Premier ministre. Rose Cristiano Soukaraponda est allée faire le point des dossiers du gouvernement, mais également des missions internationales où elle a représenté le chef de l'État. Le compte rendu de la communication présidentielle.
Rendre compte des dossiers relatifs à la relance économique, aux questions d'ordre sanitaire, ainsi que les missions effectuées à l'international et bien d'autres, ce sont autant de sujets qui ont été abordés ce mercredi 28 avril entre le président de la République Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons reçu des orientations fermes du chef de l'État afin d'avancer tous les projets inscrits dans le cadre du plan d'accélération de la croissance, qui est un plan très important pour le chef de l'État, également pour les populations gabonaises. La vaccination, autre point qui a focalisé les échanges entre les deux personnalités, avec une légère baisse du nombre de cas de contamination à la Covid-19, le Premier ministre en appelle à l'application des gestes barrières et à l'importance de se faire vacciner. Vous savez qu'aujourd'hui, on a vacciné plus de 7000 personnes, près de 3000 ont reçu leur deuxième dose, et nous exhortons les populations à se faire vacciner, comme le chef de l'État l'a dit lors de sa dernière adresse, en disant que la vaccination est certes volontaire, mais elle est très recommandée. C'est l'arme ultime qui nous permettra de reprendre la vie normale. La tendance baissière de la courbe de contamination est une avancée dans la lutte contre la Covid-19. Le respect des mesures barrières reste d'actualité. Les populations sont donc invitées à poursuivre les efforts dans ce sens afin que les mesures restrictives puissent être revues à la baisse. L'agriculture est à la fois présentée comme une des principales solutions face aux défis de l'emploi en Afrique et comme une activité qui ne parvient plus à attirer les jeunes. Constitue-t-elle vraiment une réponse au chômage de ceux-ci? Comment encourager les jeunes à un retour à la terre? C'est le clin d'œil de ce soir, il est signé Modestocom. Il n'y a pas de déterminant unique au défi de l'emploi des jeunes dans la région africaine. Et si l'agriculture était la solution pour le Gabon dans sa lutte contre le chômage? Avec une réserve importante de terres arables et un climat propice à l'activité agricole, le Gabon présente d'importants atouts naturels pour le développement de la production agricole. Et pourtant, pour l'heure, celle-ci ne contribue que marginalement à la croissance. Les projets agricoles ne manquent pas au Gabon. Alors, qu'est-ce qui coince? L'agriculture, ce sont les bases. La première base aujourd'hui, dans une agriculture qui doit passer d'une agriculture familiale à une agriculture moderne, donc c'est-à-dire un système alimentaire qui doit alimenter tout un système de ville et en tout cas d'une grande population, il faut que la population soit formée. Vous savez, l'agriculture, c'est pas juste planter, c'est aussi savoir utiliser les pesticides, savoir doser les engrais, savoir quand récolter, savoir reconnaître une plante malade, des maladies, et savoir s'orienter dans une gestion de son stock et de gérer les relations avec les clients. Les différentes politiques ou programmes mis en œuvre par l'État ont privilégié de surcroît le développement de l'agro-industrie à base de matières premières importées, au détriment de l'agriculture paysanne. Les importations fournissent aujourd'hui environ 60% des biens alimentaires consommés au Gabon. La demande du marché étant grandissante. Pourtant, loin des idées reçues, les jeunes Gabonais ne découvrent pas l'agriculture. Mieux, certains ont grandi au cœur même de l'activité agricole. La plupart est conscient de ce que la terre cacherait bien des trésors pour quiconque saurait la retourner. J'aime l'agriculture parce que depuis l'âge de 5 ans, j'y vais en brousse avec mon arrière-grand-mère. Donc j'ai presque vécu au village, à Oyem plus précisément. Donc c'est quelque chose que j'ai apprécié depuis l'enfance. J'aime la terre en fait. Si nous voyons déjà ici les exploitants qu'on a ici, quand on a essayé un peu de se renseigner et autres, depuis qu'ils sont là, ils s'en sortent réellement avec leur agriculture. Ils n'en vivent même pas celui qui travaille dans un bureau. Il serait souhaitable que nous-mêmes, des jeunes Gabonais, prenons la racine en main. En quoi faisons? En créant des structures agricoles qui nous permettent bien sûr de pouvoir pallier à ce problème. Pour encourager les jeunes à véritablement s'intéresser au métier de la terre, il faudra un accompagnement de l'État, certes, mais surtout un véritable changement de mentalité. Parce que vous savez, on ne lave pas son visage avec un seul doigt. D'accord? Quand je parle des mesures d'accompagnement, il faut qu'il y ait des bailleurs de fonds, des personnes pour pouvoir financer le projet. Et là, voilà. Et avec un peu de volonté de notre part, je crois que tout va aller pour le mieux.
En Afrique, de façon générale, l'agriculture emploie environ 60% de la population du continent et présente un fort potentiel de création d'emplois. Comme tout métier, l'agriculture a besoin de formation et d'actualisation des connaissances et des pratiques. Et dans le même registre, une association basée à Nairobi au Kenya dite Alliance pour une révolution verte en Afrique a procédé au démarrage d'un centre de formation spécialement destiné aux responsables reconnus ou émergents du secteur agricole africain. Les détails avec Ornella Nguedou. Le but principal du centre est de fournir aux responsables issus des gouvernements, de l'industrie et de la société civile des compétences pratiques leur permettant d'élaborer des programmes d'ordre national pour concrétiser les projets du secteur agricole. C'est un centre axé sur la formation et le partage des connaissances visant à améliorer et transformer les systèmes de production alimentaire du continent africain. Ainsi, le centre offre un programme enrichi de formation au leadership. La formation qui se déroule sur une durée de 16 mois mettra en avant le leadership collaboratif pour la sécurité alimentaire et la durabilité en Afrique seront les thèmes majeurs. La création de ce centre de formation panafricain a été financée par des donateurs internationaux. Leur vision de base était de faciliter l'émergence des capacités des leaders du secteur agricole et les transferts de technologies favorisant le renforcement de la sécurité alimentaire. En effet, un leadership d'émergence était essentiel pour permettre aux pays africains de confronter les différentes menaces de la productivité agricole, dont le stress climatique, la déformation des chaînes de valeur et la dégradation des terres. Aussi, ce centre de formation spécialement dédié au secteur agricole compte faire ses preuves où réactivité, créativité et collaboration seront les mots-clés. Et au Rwanda, un jeune entrepreneur mise sur la filière de la patate douce, jusqu'ici peu valorisée et peu industrialisée dans le pays. Il produit du pain à base de patate douce, le Vita Bread, distribué dans pas moins de 35 supermarchés et plusieurs plateformes en ligne dans la capitale du Rwanda. Regardons. Au pays des 1000 collines, la filière de la patate douce est peu valorisée et industrialisée. Pourtant, 70% des ménages rwandais cultivent cet aliment. C'est le cas de Régis Umuji Razena, âgé de 31 ans, qui est un jeune entrepreneur qui travaille sous contrat avec environ 500 fermiers. Chaque semaine, son entreprise, Carl Group, reçoit 500 kg de patates douces qui permettent de produire 700 à 2000 niches de pain et génèrent en 7 jours entre 1200 et 2300 $. La farine de patate douce est sans gluten et peut toutefois remplacer celle du blé dans le pays. Le Rwanda dépense des milliards de francs rwandais pour importer la farine de blé. Ce jeune entrepreneur souhaite donc mettre à la disposition des boulangers du pays la farine de patate douce et ainsi réduire le volume des importations de blé. Le pain à base de farine de patate douce est de couleur orangée. Il est vendu à environ 1 €. L'entreprise Carl Group envisage produire également des biscuits, mais aussi de la farine. Et c'est parce que qui dit agriculture dit eau que l'Association africaine de l'eau en Afrique de l'Ouest a signé un accord de partenariat avec le Centre des métiers de l'eau au Burkina Faso dans le but de renforcer les capacités des acteurs du secteur et de l'assainissement dans 9 pays d'Afrique. Le récit de Déoline Zouti. Ce partenariat qui s'étalera jusqu'en 2023 s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'Office national de l'eau et de l'assainissement en tant que partenaire régional de mise en œuvre de l'Association africaine de l'eau. Les programmes de formation développés par la CMEO auront pour objectif de renforcer les connaissances des apprenants en matière d'eau, d'assainissement et d'environnement sur les plans techniques, juridiques, administratifs et économiques. Ces derniers seront sélectionnés au sein des sociétés d'eau de chacun des 9 pays d'Afrique que sont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Ghana, le Togo, la Guinée, la Sierra Leone et Djibouti. Ainsi, les formations se dérouleront pour l'essentiel à distance et en ligne.
Même si l'Afrique connaît une progression en matière de distribution en eau, les sociétés du secteur connaissent, eux, des difficultés, notamment en ce qui concerne les compétences des travailleurs. La mise en œuvre des projets et programmes de l'Association africaine de l'eau dans les régions d'Afrique subsaharienne va donc permettre d'offrir des services de qualité aux consommateurs et surtout lutter contre la pauvreté en permettant l'accès à l'eau potable aux populations. Place à l'actualité à l'international, point final de l'interminable feuilleton de Brexit. Le Parlement européen s'est prononcé en faveur de l'accord commercial de l'UE avec le Royaume-Uni à l'issue du scrutin organisé mardi soir. 660 députés ont approuvé le texte, 5 s'y sont opposés et 32 se sont abstenus. Sur 697 votants, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué mercredi ce vote dont l'issue favorable ne faisait aucun doute comme la dernière étape d'un long voyage. Et le cap symbolique des 100 jours est arrivé à son terme. Le président américain Joe Biden doit ainsi s'exprimer ce mercredi pour la première fois devant le Congrès, un discours de politique générale très attendu par les Américains. Sabrina Massima nous en parle. L'heure est au premier bilan. Le discours présidentiel sur la colline du Capitole est un rituel qui rythme la vie politique américaine. Celui de cette année est prévu à 21h de Washington, jeudi à 1h du matin GMT. Il se déroulera dans une atmosphère singulière, Covid-19 oblige. Le locataire de la Maison-Blanche est très attendu sur le financement de ses ambitieux projets. Déterminé à afficher sa volonté réformatrice, en particulier en matière fiscale, après un début de mandat mené tambour battant. Selon sa porte-parole, le discours du président sera centré sur ce qu'elle qualifie de priorité pour la classe moyenne. L'enfance, l'éducation et la santé, avec de possibles annonces sur un congé parental rémunéré. Mais ce discours de politique générale opportunément prononcé à la veille des 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche est aussi l'occasion de faire un premier bilan de la relance de l'économie à la campagne de vaccination. Les manœuvres rapides du président ont surpris jusqu'à ses détracteurs. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer des réformes sociales plus difficiles à faire adopter au Sénat, où les démocrates n'ont qu'une courte majorité. Il proposera sans doute en particulier d'augmenter les impôts sur les revenus du capital sur 0,3% d'Américains les plus riches. Selon plusieurs médias, ce taux d'imposition devrait être quasiment doublé, passant de 20% à 39,6%. L'heure est au premier bilan. Le discours présidentiel sur la colline du Capitole est un rituel qui rythme la vie politique américaine. Celui de cette année est prévu à 21h de Washington, jeudi à 1h du matin GMT. Il se déroulera dans une atmosphère singulière, Covid-19 oblige. Le locataire de la Maison-Blanche est très attendu sur le financement de ses ambitieux projets. Déterminé à afficher sa volonté réformatrice, en particulier en matière fiscale, après un début de mandat mené tambour battant. Selon sa porte-parole, le discours du président sera centré sur ce qu'elle qualifie de priorité pour la classe moyenne. L'enfance, l'éducation et la santé, avec de possibles annonces sur un congé parental rémunéré. Mais ce discours de politique générale opportunément prononcé à la veille des 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche est aussi l'occasion de faire un premier bilan de la relance de l'économie à la campagne de vaccination. Les manœuvres rapides du président ont surpris jusqu'à ses détracteurs. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer des réformes sociales plus difficiles à faire adopter au Sénat, où les démocrates n'ont qu'une courte majorité. Il proposera sans doute en particulier d'augmenter les impôts sur les revenus du capital sur 0,3% d'Américains les plus riches. Selon plusieurs médias, ce taux d'imposition devrait être quasiment doublé, passant de 20% à 39,6%. Le Parlement syrien finalise la liste des candidats à l'élection présidentielle du 26 mai prochain et il se trouve qu'une quarantaine de candidats convoitent le soutien des députés. Le récit de Linda Gaël Magonga. La Syrie finalise la liste de ses candidats à la présidentielle. Ce mercredi, le Parlement a siégé pour déterminer les candidats qui devront concourir pour accéder au fauteuil présidentiel. Plus de 40 candidats sont en liste, dont l'actuel président Bachar al-Assad, et pour la première fois, des femmes briguent également la fonction suprême. Pour prétendre à la magistrature suprême, les candidats doivent obtenir le soutien d'au moins 35 députés sur les 250 que compte le Parlement. La date de publication de la liste finale des candidats n'est pas encore connue alors que le scrutin est prévu pour le 26 mai prochain.
La loi électorale impose aux candidats d'avoir vécu en Syrie pendant une période de 10 ans de manière continue lors du dépôt de leur dossier de candidature. En fonction, depuis 2000, l'actuel président syrien Bachar al-Assad brigue un 4e mandat dans un pays en guerre civile. Et puis vous avez reçu 1 ou 2 injections de vaccin contre la Covid-19 et vous vous demandez si vous pouvez quand même contaminer d'autres personnes. Les chercheurs américains du CDC, Centers for Disease Control and Prevention, ont indiqué que les risques d'infection sont considérablement réduits pour les personnes vaccinées. Miguel Mabika s'en fait l'écho. C'est du 14 décembre 2020 au 13 mars 2021 que les scientifiques ont mené leur étude dans plusieurs États américains, incluant près de 4000 participants. Parmi eux, des professionnels et personnels de santé ou en contact direct avec la population qui n'ont jamais contracté la Covid-19. 2479 personnes ont reçu les 2 doses de vaccin à ARN, Pfizer ou Moderna. Près de 480 personnes ont reçu une dose unique et le reste n'a pas été vacciné. Chaque semaine, les volontaires devaient réaliser un test PCR qu'ils présentent ou non des symptômes de la maladie. Les vaccins à ARN sont capables de protéger des formes sévères de la Covid-19. Mais en contrepartie, dans le groupe de personnes vaccinées, il y a eu 0,04 infections pour 1000 personnes jour après 15 jours et 0,19 infections 2 semaines après la première dose inoculée. Concernant le groupe qui n'a pas reçu de vaccin, le CDC recense 1,38 infections pour 1000 personnes jour. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, est claire. Les personnes vaccinées ne peuvent pas porter le virus et surtout ne tombent pas malades. Les risques d'infection après avoir reçu 2 doses sont diminués de 90%. Par ailleurs, dès la première dose reçue, les risques d'être contaminés sont réduits de 80% 15 jours après l'injection. Cette étude du CDC vient confirmer l'étude du New England Journal of Medicine où les données du laboratoire Moderna accréditent l'idée qu'une fois vaccinés, nous contaminons beaucoup moins les autres. Les personnes qui ont donc reçu les 2 doses du vaccin ont 94,1% de risque en moins de contracter une forme symptomatique de la maladie. Et à moins de 3 mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo 2020, la question de la présence des spectateurs se pose toujours. Ce mercredi, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, s'est dite favorable au report au mois de juin de la décision des organisateurs sur la présence ou non du public local. Gaël Mapessi nous en dit plus. Il est urgent d'attendre. Face au développement de la pandémie de Covid-19, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont repoussé à juin leur décision sur la présence ou non des spectateurs locaux. Déjà en mars, ils avaient tranché par la manière forte en décidant d'interdire la présence des spectateurs venant de l'étranger, une première dans l'histoire. Le nombre d'infections impliquant de nouveaux variants du coronavirus augmente. Actuellement au Japon, nous avons des restrictions nationales sur le nombre de spectateurs pour les événements sportifs. Je suis d'accord pour que nous décidions en juin du nombre de spectateurs autorisés en fonction des règles nationales tout en étudiant la situation. Faut-il aller plus loin avec des jeux sans public? La question est désormais ouverte à moins de 3 mois de l'événement planétaire, fête populaire et de masse par excellence, initialement prévu pour l'été 2020, mais décalé d'1 an à cause de la Covid-19. Tokyo et 3 autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un 3e état d'urgence face à l'augmentation des cas de Covid qui impose que les manifestations sportives se déroulent à huis clos. Jusque-là, divers événements comme des matchs de baseball ou de football et un tournoi de patinage artistique se sont tenus devant un public masqué et s'abstenant d'acclamer les sportifs. Si les spectateurs étaient autorisés à assister aux JO, des règles similaires seraient mises en place selon les organisateurs de Tokyo 2020 qui ont par ailleurs annoncé que les sportifs participant aux Jeux seront testés quotidiennement alors que le plan initial prévoyait des tests tous les 4 jours. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. Au Gabon, le secteur de la santé innove avec un nouveau système d'information numérique pour une meilleure prise en charge des patients dénommé e-Gabon 6.
Le clin d'œil de ce soir était axé sur l'agriculture, un secteur pour lequel les autorités misent afin de lutter contre le chômage. Présidentielle en Syrie, le pays finalise la liste de ses candidats. L'élection présidentielle prévue le 26 mai a connu une nouvelle étape avec la validation des candidats par les parlementaires ce mercredi. Nous venons de les voir, le JO de Tokyo, le doute plane quant à la présence du public local. Selon les organisateurs, il est urgent d'attendre face à l'incertitude liée au développement de la pandémie de Covid-19. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran, mais également sur www.gabon24.ga. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation intègre 5 projets. L'ouverture des centres de formation professionnelle pour garantir l'adéquation entre l'offre de compétences locales et les besoins des employeurs en main-d'œuvre sur le marché du travail. Le programme de facilitation de l'accès à l'emploi pour assurer une meilleure fluidité du marché du travail. La refonte des programmes pédagogiques et des curricula de formation